La McLaren GT est la voiture qui a littéralement brisé les règles. Une supercar rapide et en même temps confortable, adaptée à un usage quotidien. C'est réellement un tournant dans l'univers des supercars. Aujourd'hui, nous avons l'une de ces McLaren, mais qui a subi un léger accident. Elle mérite largement tous les efforts nécessaires pour la remettre en œuvre. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Parlons donc du constructeur anglais. Il a acheté une McLaren GT modèle 2020 et a décidé de la restaurer comme neuve. Ce modèle est équipé d'un moteur V8 de 4000 cm3 avec double turbo placé à l'arrière de la voiture. Un moteur puissant offrant des performances exceptionnelles, développant environ 612 chevaux et un couple de 630 Nm. Le seul dommage qu'elle avait se situait à l'arrière droit de la voiture, plus précisément au niveau de l'aile arrière droite, qui manquait complètement. Elle n'avait parcouru que 13 000 miles, un chiffre faible qui contribue fortement à préserver sa valeur après réparation. On notait aussi un léger dégât au radiateur, un défaut visible sur la jante, ainsi que quelques rayures et petites détériorations. L'avantage ici, c'est qu'aucun airbag ne s'était déclenché, ce qui représente un point positif et permet de réduire considérablement le coût des réparations, d'autant plus que les entretiens et pièces détachées des McLaren sont généralement très onéreux. L'intérieur, lui, était en excellent état, sans aucun défaut à signaler, ce qui épargne beaucoup d'efforts puisqu'aucun travail mécanique ou de réparation intérieure n'était nécessaire. Cela prouve que l'impact concernait uniquement l'extérieur. Il se rend donc à l'endroit où la voiture est stockée dans un parc Copart, bien connu aux États-Unis, l'un des sites de vente aux enchères les plus réputés pour les voitures accidentées, afin de l'inspecter soigneusement avant de l'acheter. Il remarque que la vitre latérale était recouverte de rubans adhésifs et confirme la présence du dégât au radiateur comme il l'avait supposé d'après les photos. Cependant, il constate que le ventilateur et les conduits d'air étaient en parfait état, sans fissures sur les disques ou tambours de frein. Cela permet également de réduire les coûts, car le prix de ces disques de frein est très élevé. L'impact n'avait absolument pas atteint la porte, qui était globalement intacte, à part une légère rayure en bas pouvant être réparée avec la technique PDR. Cette technique est, pour ainsi dire, magique. Elle permet de faire disparaître l'enfoncement comme s'il n'avait jamais existé, sans nécessité de peinture, ce qui préserve la peinture d'origine de la voiture, sortie d'usine. Il voulait ensuite démarrer la voiture pour s'assurer que le moteur était en parfait état. Il a donc utilisé un chargeur rapide sur la batterie afin de pouvoir lancer le moteur. En effet, un stationnement prolongé vide la batterie de n'importe quelle voiture. Il a essayé de la démarrer, mais rien ne s'est passé. La batterie était complètement morte. C'est quelque chose de très fréquent sur les voitures restées immobiles longtemps, surtout avec les batteries lithium qui sont très sensibles à une décharge complète. Le problème, c'est que si la batterie est irréparable, il faudrait en acheter une autre. Et les batteries lithium de ce type sont particulièrement coûteuses. Mis à part cela, la voiture ne présentait aucun dégât à l'avant, pare-chocs, phares et capot étaient en bon état. Les jantes aussi, sauf celle arrière droite, située du côté de l'impact. Après inspection, il décide de l'acheter. La voiture ne nécessitait que quelques éléments, l'aile arrière, le radiateur, les grilles et une roue arrière. Il participe alors aux enchères et réussit à l'acquérir. Ensuite, il se rend à Copart avec sa remorque pour récupérer la McLaren et l'amener à son garage. La première étape consistait à mettre la batterie en charge pour voir dans quel état elle était. Il prend donc un chargeur et tente à nouveau de recharger cette batterie. C'est alors qu'il remarque que la voiture est équipée d'un toit panoramique à opacité variable. Un véritable luxe, coûteux tant à fabriquer qu'à réparer. Après plusieurs tentatives, il parvient enfin à démarrer la voiture. Le son du moteur était excellent, sans aucun problème notable, ce qui le rassure sur l'état des composants mécaniques internes. Il branche alors l'appareil de diagnostic et découvre que la clé ne fonctionne pas et que la batterie doit être rechargée. La batterie pourra être rechargée normalement avec le chargeur d'origine McLaren, ce n'est pas un problème. Mais la clé, elle, risque de coûter cher. Il se rend donc chez McLaren pour obtenir quelques schémas techniques, des plans et dessins détaillés, des pièces qu'il doit installer. Ces schémas sont comme un véritable trésor pour quiconque réassemble sa voiture, car ils expliquent chaque étape du démontage et du remontage. Il récupère ainsi les schémas du radiateur et des conduits d'air et remarque que le coffre avant ainsi que les ailes arrière ne sont pas présentes. Il retourne alors dans l'atelier où il avait acheté cette McLaren, ouvre le coffre et y trouve de nombreuses pièces qui pourraient lui être utiles, comme une aile latérale, des vis et des caches en plastique.
La raison pour laquelle la voiture refusait de démarrer au début était en réalité la batterie de la télécommande qui était elle aussi complètement déchargée. Sans cette batterie, la voiture ne pouvait pas déverrouiller le système pour démarrer. La grande batterie, quant à elle, était en bon état, elle avait juste besoin d'être rechargée. Quelques éléments du siège nécessitaient aussi d'être correctement fixés. Il commence alors à nettoyer l'intérieur de la voiture avec un aspirateur, puis lave également l'extérieur. Cette étape est importante car elle permet de révéler d'éventuels défauts cachés. Le ruban adhésif qui avait été appliqué sur la vitre avait laissé des traces sur les montants, ce qui l'oblige à prévoir une retouche de peinture. De plus, une rayure assez importante était visible sur la porte. Il décide donc d'acheter uniquement les pièces dont il a besoin. Mais comme les prix sont très élevés chez le concessionnaire, il opte pour une solution plus astucieuse, acheter une autre voiture complète pour en prélever les pièces nécessaires. Cette approche est intelligente car elle permet d'économiser beaucoup d'argent, surtout lorsqu'il s'agit de pièces rares ou introuvables. Il récupère ainsi les ailes, les arceaux, les supports, les vis et d'autres éléments indispensables. Les autres pièces arrivent 2 mois plus tard. Il remarque que l'aile arrière a subi un petit dommage pendant le transport, mais en ouvrant le reste des cartons, il constate que la partie inférieure était globalement en très bon état. Il commence par installer l'aile arrière de façon provisoire, juste pour vérifier si les fixations étaient endommagées ou non, mais il constate qu'il y avait bien des dégâts visibles. Normalement, il devait ensuite monter la partie supérieure avant, puis le radiateur. Il passe donc à l'installation du coffre avant. Les pièces qu'il avait achetées comprenaient l'aile arrière, la grille supérieure, les conduits d'air, un radiateur neuf, une poignée de porte et le bas de caisse. En examinant le capot moteur, il remarque une légère bosse et décide de lever la voiture pour inspecter plus en détail. L'aile arrière n'était fixée qu'avec 2 vis pour en tester l'état. Il découvre un gros enfoncement sur la partie supérieure, rentré vers l'intérieur avec de nombreuses cassures, courbures et rayures. Il décide donc de contacter l'entreprise auprès de laquelle il avait acheté cette aile pour demander une solution ou un dédommagement, car ce dommage était dû à la société de transport et non à lui. Il retire donc à nouveau l'aile. Le radiateur, lui, présentait également une fuite de liquide. Quant à la jante, il l'enverra chez un spécialiste pour la restaurer à son état d'origine, ce qui lui évitera d'acheter une jante neuve. Il devait aussi démonter la doublure de l'aile afin de vérifier l'absence d'autres dommages cachés. Après avoir retiré la roue et inspecté l'intérieur de l'aile, il constate qu'aucun autre dégât n'était présent. Il démonte ensuite le diffuseur arrière. Ce dernier n'est pas simplement esthétique, il joue un rôle crucial dans l'amélioration de l'aérodynamisme et la stabilité de la voiture à très haute vitesse. Les dégâts étaient mineurs, mais le problème est qu'il est presque impossible de trouver un diffuseur d'occasion en bon état et que le prix d'un neuf chez le concessionnaire serait très élevé. Cela le pousse à envisager de le réparer plutôt que de le remplacer complètement. La roue qu'il avait démontée pour l'envoyer en réparation avait été auparavant chromée, puis traitée avec un revêtement en poudre. Les spécialistes devront donc refaire toutes ces étapes pour la remettre complètement à neuf. Il se procure également un système de refroidissement tout complet de rechange, mais ne compte pour l'instant qu'utiliser le radiateur. Il vidange soigneusement tout le liquide de refroidissement restant dans la voiture, puis démonte le radiateur avec beaucoup de précaution, sans retirer complètement le condenseur de climatisation, afin de préserver le gaz réfrigérant et d'éviter le coût d'une recharge. Il nettoie ensuite soigneusement le nouveau radiateur afin qu'il paraisse comme neuf et soit pleinement efficace, puis l'installe dans la voiture. Il monte ensuite le conduit d'air destiné à l'échangeur thermique, ce qui marque la fin de l'installation complète du système de refroidissement. Il tente alors une première réparation sur l'aile endommagée, en essayant de redresser la déformation présente. Pour cela, il soude les bords fissurés à l'aide d'un poste à souder pour aluminium, afin de remettre les parties cassées à leur place. La soudure de l'aluminium exige un haut niveau de compétence pour que la pièce retrouve sa solidité d'origine. Après la soudure, l'aile est prête à recevoir une couche de mastic destinée à combler les vides et lisser la surface. Pour atteindre la zone à traiter, il doit retirer le pare-choc arrière ainsi que le feu. Il ouvre donc le capot moteur, démonte le pare-choc et le feu arrière, puis commence à poncer la partie de l'aile afin de retirer l'ancienne peinture, ce qui permettra au mastic d'adhérer parfaitement. Il applique alors une première couche de mastic, éliminant ainsi toutes les petites rayures qui subsistaient sur l'aile. Une fois cette couche terminée, il ajoute une fine couche de glaze, un produit très précis qui sert à combler les rayures profondes ou les petits trous restants.
C'est la touche finale qui permet d'obtenir une surface parfaitement lisse et exempte de tout petit défaut, préparée de manière optimale pour la peinture. Ainsi, l'aile arrière est désormais prête à recevoir la couche de primaire, qui est la base appliquée avant la peinture et le vernissage. Il s'occupe aussi de la partie de la porte qui avait été légèrement touchée. Il démonte l'aile et retire le cache inférieur de la voiture, le carénage sous le châssis, afin d'accéder aux échangeurs thermiques avant. Il didange le liquide de refroidissement des 2 radiateurs avant, à l'aide d'un système d'aspiration particulier. Cet appareil crée un vide complet dans le circuit de refroidissement, pour s'assurer qu'il n'y a absolument aucune fuite et que le système conserve bien la pression interne. Il connecte ensuite la pompe afin de commencer le test. Il ajoute ensuite environ 4,5 gallons de liquide de refroidissement, démarre la voiture et la laisse tourner un moment pour tester le système de refroidissement en s'assurant qu'aucune fuite ne provient du dessous du véhicule. Une panne dans le système de contrôle de la climatisation et du chauffage de l'habitacle est rapidement réparée, il ne s'agissait que d'un fusible défectuel. Il laisse ensuite tourner la voiture pendant environ 1 heure pour vérifier que le système de ventilation fonctionne correctement et que le moteur ne surchauffe pas. Il démonte les garnitures et les rétroviseurs des 2 portes, les rendant ainsi prêtes à recevoir la couche de primaire. Les 4 pneus neufs sont livrés, ainsi que la jante qui était en réparation, et il commence à les installer sur la voiture. Vient alors l'étape de la peinture. Un représentant de la société BG Paints arrive avec un scanner de teinte pour reproduire exactement la couleur d'origine de la voiture. L'appareil prend 3 ou 4 échantillons de la peinture, puis l'ordinateur analyse ces données pour déterminer le code couleur précis. Surprise! La teinte de la voiture est en réalité une couleur issue de la gamme Ford. En effet, McLaren ne fournit pas de code couleur spécifique pour ses modèles, ce qui est étonnant pour un constructeur de cette envergure. Mais l'essentiel reste que la couleur finale corresponde parfaitement. Il teste donc plusieurs échantillons et modifie la teinte à plusieurs reprises, en réduisant légèrement la quantité de noir et de violet pour l'éclaircir et obtenir la meilleure correspondance possible. L'opération d'appareillage de couleurs est un véritable art qui demande beaucoup d'expertise et des ajustements minutieux pour que le rendu soit identique à l'original. Toutes les pièces endommagées, comme la porte, les petites garnitures et l'aile arrière, sont peintes une fois la teinte validée. Le diffuseur est intégralement réparé et préparé pour le primaire, puis peint également. La voiture est désormais prête au remontage. Toutes les pièces démontées et peintes vont être réinstallées. On commence par la porte. La première étape consiste à remonter le rétroviseur côté conducteur. Cette opération est un peu complexe à cause du design particulier de la porte à ouverture papillon, Butterfly Doors, qui rend l'accès aux vis plus difficile. Il tente d'abord d'utiliser de très petites vis, puis connecte la prise du rétroviseur à son emplacement. Finalement, il parvient à fixer solidement les 3 vis et à les sécuriser correctement. Ensuite, il commence à installer le bas de caisse, cette pièce en plastique située sous la voiture. Avant de procéder au montage, il nettoie soigneusement la partie inférieure de la porte. Il utilise ici un produit appelé Chewed Locker ou frein filet de couleur bleue qu'il applique sur le filetage et l'extrémité des vis afin d'éviter qu'elles ne se desserrent d'elles-mêmes à cause des vibrations du véhicule. Il fixe d'abord le bas de caisse avec les vis sans les serrer complètement pour bien ajuster son positionnement, puis les serre définitivement à l'aide d'un tournevis électrique réglé sur la vitesse la plus basse, niveau 2, afin de ne pas endommager le filetage. Une fois le bas de caisse monté, il installe le panneau supérieur situé juste au-dessus du haut-parleur de la porte. Il rencontre alors un problème. Le vide-poche intégré à la porte ne se fermait pas correctement. Il découvre que le mécanisme interne permettant l'ouverture et la fermeture était complètement cassé. Ce défaut est d'ailleurs assez répandu sur les McLaren. Il est donc obligé de retirer cette pièce et d'en commander une neuve pour la remplacer. Cela l'oblige à repousser l'installation des garnitures de porte jusqu'à réception de la pièce. Il passe alors aux deuxièmes portes en reproduisant les mêmes étapes, montage du rétroviseur et des panneaux, mais toujours sans installer la garniture, pour les mêmes raisons. Il s'occupe ensuite de la partie latérale de l'aile arrière, installation de la grille et des conduits d'air sur lesquels vient se fixer le radiateur, puis montage de la poignée de porte. Il retire la roue, installe l'aile arrière de manière définitive, puis remonte les feux arrière, la grille, le pare-choc et le diffuseur. Enfin, il remet les jantes en place. Ainsi, la partie arrière est entièrement remontée et la McLaren est désormais terminée à environ 90%. Les seules pièces manquantes sont les vides-poches de porte commandées chez le concessionnaire, dont la livraison est prévue dans environ 2 semaines, pour qu'elles soient installées à l'atelier.
Et pour que la voiture soit prête à passer le contrôle des émissions et la vérification d'identification afin de commencer le processus d'immatriculation, il fallait installer provisoirement les garnitures de bord. Il a donc commencé par fixer celles de la porte conducteur avec les vis, sans les caches, puisqu'il allait de toute façon les retirer à nouveau une fois les nouvelles pièces reçues. Même chose pour la porte passager. Ensuite, il a lavé et lustré la voiture pour un nettoyage préliminaire. Il devait parcourir environ 200 miles afin de s'assurer qu'elle serait prête à passer les contrôles à venir. Il a donc conduit la voiture jusqu'à un atelier appelé Pacific German pour effectuer un réglage de géométrie et un équilibrage des roues, afin de vérifier que tout était parfaitement aligné après les réparations consécutives à l'accident. Cette étape est cruciale pour que la voiture roule droit et ne tire pas d'un côté. Puis, il a emmené la voiture chez Exotic Specialty pour une vidange et une réinitialisation complète du système du véhicule. Ils ont également vérifié les phares et les freins, et elle a passé ses tests sans problème. Ensuite, il s'est rendu au service local des véhicules à moteur, c'est-à-dire à la préfecture, pour procéder à la vérification du numéro d'identification du véhicule. Cela impliquait d'ouvrir la partie arrière de cette McLaren. Ce contrôle est une procédure de routine, mais essentielle pour l'immatriculation. Après cela, il a envoyé tous les documents au concessionnaire pour finaliser la procédure d'enregistrement et recevoir les nouvelles plaques d'immatriculation. C'est alors que les nouveaux rangements de portes sont arrivés. Il a démonté une seconde fois la garniture de porte et constaté que les nouveaux rangements se fermaient parfaitement, sans aucun jeu. Il a ensuite remonté complètement à la garniture de la porte conducteur et répété la même opération sur l'autre porte. Enfin, il a procédé à un polissage en 3 étapes de la voiture, intérieure et extérieure, afin qu'elle paraisse totalement neuve. Il a réalisé un nettoyage en profondeur de l'habitacle, en particulier du superbe cuir blanc. Une fois les nouvelles plaques reçues, il les a fixées à l'avant et à l'arrière, accompagnées du cadre de plaques spécifique à sa région. Ainsi s'est achevée cette restauration relativement légère d'un modèle qui est aujourd'hui une véritable icône de McLaren. Merci d'avoir regardé jusqu'à ce moment de la vidéo. Dites-nous en commentaire quel est votre modèle préféré de McLaren et quelles autres réparations de voitures vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de jeter un œil aux anciennes vidéos, vous y trouverez sûrement quelque chose qui vous plaira. Voilà, c'est tout. À bientôt.